sur le dialogue national inclusif que nous organisons aujourd'hui avec l'Association pour l'enseignement coranique et la protection des enfants muhadjirines. Le programme est comme suit. Nous avons un mot de bienvenue qui sera présenté par le représentant de l'Association pour l'enseignement coranique et la protection des enfants muhadjirines, et suivi avec la présentation de Monsieur Maître Max Louangar. Bon, selon le programme, on doit commencer à 8h30. L'intervenant, il a que 30 minutes. Et comme nous avons un peu débordé, on vient de commencer à 40. Donc, je signifie juste à notre intervenant qu'il a 30 minutes. Et l'un de nos intervenants est excusé parce qu'il est malade. C'est M. Mohamed Nour Ahmed Ibidou, mais il n'est pas là. En tout cas, on va concentrer notre temps avec notre premier intervenant. Suivi des questions et réponses, on va laisser un peu le débat. Et à la fin, on va former deux groupes de participants qui vont réfléchir sur les recommandations et les remerciements. Sans tarder, je donne la parole au représentant du président de l'Association pour l'enseignement coranique et la protection des enfants muhadjirines. Monsieur le Président, vous avez la parole. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السيد كل الدائرة السادسة الذين انضمينا، السادة رؤساء ومسؤولي جمعيات المجتمع المدني، السادة والسيدات الحضور، أعزائي المشاركين والمشاركات، سيداتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بصفتي ممثلا لرئيس الجمعية من أجل تعليم القرآن وحماية أطفال المهاجرين، أرحب بحضوركم ومشاركتكم معنا اليوم في أعمال مؤتمر النقاش حول موضوع دور المجتمع المدني في الحوار الوطني الشامل في التشاد الذي نقيمه الآن في بيت الإعلام ببلدية الدائرة السادسة بأنجمينا. إن الحوار الوطني الشامل هو ساحة تجمع جميع أبناء وبنات التشاد لدراسة جميع المشاكل وإيجاد حلول شامل من أجل مستقبل تشاد، ومن أجل تعزيز الوحدة الوطنية والمساهمة في التماسك الوطني والتآيش السلمي بين التشاديين. سيداتي سادتي، وهي لجنة المنظمة لهذا المؤتمر التي تمكن من اجتياز مهمتها، وأهيئ الشعور بالوطنية والشعور بالمسؤولية، وأجروا على اعتقاد بأن نفس المعنى سيقود جميع المواطنين إلى المشاركة أكثر عددا وأكثر نشاطا للنجاح. أدعو جميع التشاديين إلى المشاركة بنور تفكير واحترام مبادئ الديمقراطية. أن مشاركة الجميع في العملية السياسية هو حق دستوري لكل مواطن، وننتهز هذه الفرصة لنشكر المنظمة الإيري التي نظرت هذا المؤتمر. لذا نتمنى لهذا المؤتمر نجاحا باهرا وإخراج توصيات تدرج ضمن اقتراحات للمؤتمر الوطني الشامل المقبل في البلاد. الآن أعلن افتتاح أعمال مؤتمر النقاش عن موضوع دور المجتمع المدني في الحوار الوطني الشامل الذي تنظمه الجمعية من أجل تعليم القرآن وحماية أطفال المهاجرين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Il est raisonnable que je commence par me présenter. Avant d'intervenir, je suis Max Louangar. Je suis avocat de profession, militant de droits de l'homme, président de la Ligue tchadienne de droits de l'homme, et puis pour ceux qui le savent aussi, coordonnateur de la coordination des actions citoyennes au Kikam. Donc je suis en plein pied dans la société civile depuis bientôt une vingtaine d'années, que j'ai commencé à m'intéresser à
travaillé quand j'étais encore sur les bancs des études, jusqu'à ce que je devienne aujourd'hui un membre plus actif. Je voudrais vous présenter mes excuses relativement à la présentation qui va être faite. J'avais été contacté vraiment pour échanger, je ne pouvais pas refuser. Malheureusement, le contact était un peu très court. Parce qu'il y a un de vos camarades qui se trouvait à l'étranger qui a dit non, vous pouvez contacter Max, et ils m'ont contacté. D'abord, déjà hier, quand je devais travailler sur le document, j'avais fait une confusion sur le titre. Je pensais que ce serait le rôle de la jeunesse dans le processus du dialogue. Mais on m'a le précisé. Donc j'ai eu un temps très court et puis quand j'ai voulu travailler sur le dossier, j'ai été confronté à un problème d'électricité, tant à la maison qu'au cabinet. Donc j'ai préparé un petit schéma d'intervention, c'est très court, mais bon, j'espère que ça va nous permettre d'échanger pour que nous puissions en tirer le meilleur profit de nos échanges. Ce qui est intéressant avec les échanges, c'est que, comme le disait Senghor, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Donc moi, je compte aussi vraiment m'enrichir au contact des idées qui vont être émises ici. Merci. Beaucoup le rôle de la société civile dans le processus du dialogue national, particulièrement dans celui qui nous attend au Tchad. Je crois que, avant d'entrer dans le vif du sujet, il est convenable de définir quelques concepts à l'effet de donner à chacun une idée précise de ce que peut être donc le rôle de la société civile dans le processus. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par société civile? La société civile, c'est l'ensemble des organisations créées volontairement par les populations à l'effet de poursuivre généralement un objectif précis, sinon à travailler suivant des idéaux propres. Comme telle, cette définition recouvre une multitude d'organisations. Nous pouvons, par exemple, dans le monde du développement, on parle des ONG de développement, et donc dont l'objectif serait particulièrement de participer au développement du pays. Mais vous avez plusieurs structures qui entrent en ligne de compte de ce qu'on appelle une association. Vous avez par exemple les associations de défense des droits de l'homme, et donc là vous voyez que c'est orienté vers la défense et la promotion des droits de l'homme. Vous avez des structures, des associations culturelles. Par exemple, un groupement d'artistes qui se réunirait, des personnes, des artistes qui se réuniraient dans le but de promouvoir l'art sous une orientation donnée. Par exemple, uniquement l'art traditionnel, par exemple, ou bien l'art moderne. Vous pouvez avoir, dans le cadre des organisations culturelles, là, aussi, par exemple, une association de peintres, par exemple. Vous voyez, ça recouvre plusieurs expressions, mais ça ne se limite pas à ça, c'est vraiment large. Même les organisations confessionnelles, religieuses, musulmanes, d'ailleurs, les églises et les mosquées existent sous la forme d'associations. Donc, toutes ces organisations-là font partie de ce qu'on appelle les organisations de la société civile, et ils visent, suivant les centres d'intérêt précis, l'atteinte des objectifs précis, mais il y a quelque chose qui qualifie la société civile, mais c'est les idéaux, c'est les critères c'est les critères aussi de moralité. Attention. Wow. Ça va? Les questions de
de moralité, d'être droit, vrai et refléter vraiment ce que leur organisation attend d'eux. D'ailleurs, la société civile est considérée comme un phare qui éclaire et qui fait ressortir la société dans toutes ses états. Si on se réfère aux images, vous avez le phare, mais vous avez aussi la sentinelle. Les organisations de la société civile sont censées être constituer une sentinelle pour les populations dans les domaines qui sont les leurs. Par exemple, dans le domaine des droits de l'homme, il y a une violation, une association de défense des droits de l'homme qui ne dénoncerait pas, mais cesse de jouer le rôle de la sentinelle. Une association de droits de l'homme qui ne mènerait pas une enquête à l'effet de dire que voilà, il s'est passé telle chose, mais cesse d'être un phare qui éclaire. Donc les exigences de moralité, de morale, ont une portée très importante dans la vie des organisations de la société civile. Nous aurons l'occasion d'y revenir, vous verrez très bien que c'est déterminant par exemple dans le processus du dialogue. Deux personnes, entre deux ou plusieurs personnes. Quand c'est une seule personne qui se parle à lui-même, on dit que c'est un monologue. Vous connaissez le célèbre monologue de Don Diego, au rage, au désespoir, aux vieillesses ennemies. C'est papa qu'on a brutalisé un peu et qui voulait se défendre, se rend compte finalement qu'il n'a pas de force. Il n'a pas de force. Alors que c'était un grand général de l'armée, quelqu'un qui a défendu défendu le royaume, qui a eu plusieurs lauriers, plusieurs distinctions. Et il est au soir de sa vie et il est bousculé par un jeune homme. Il sort son épée pour se défendre et il se rend compte que la force l'a abandonné. Et il se met à parler tout seul. Oh rage, oh désespoir, oh vieillesse ennemie, vieillesse, je suis devenu vieux, mais je n'ai pas de force. Donc bon, c'est une parenthèse, hein. Un texte de Corneille. Donc vous voyez, ça c'est le monologue. La personne qui se parle à lui-même. Et quand des gens sont réunis ensemble, mais ils ont la même opinion, et qu'ils échangent sur des aspects pour lesquels il n'y a pas de contradiction entre elles, eh bien, on parle toujours du monologue. Parce que le dialogue là suppose un choc des idées, avec des idées contraires, des positions contraires que l'un et l'autre tentent de défendre. Où tu as le mari et les co-épouses. Si jamais le mari a un problème particulier avec l'une de ses épouses, eh bien, et qu'ils doivent se retrouver pour régler ce problème, mais c'est uniquement avec cette épouse-là, avec laquelle ils n'ont pas de ils ont un différent que le dialogue a lieu. Mais si le mari laisse la épouse à problème de côté et se retourne plutôt vers la femme, la épouse avec laquelle il n'y a pas de problème et qui va apprécier, elle a il n'a que raison. Vous voyez bien que ici on est aussi dans un cadre de monologue. On ne résout pas le problème qui existe entre ces gens-là. Donc c'est vraiment un exemple très expressif de ce que c'est que le dialogue. Mais ceci étant, le dialogue se rapporte à d'autres situations où il y a des échanges entre plusieurs personnes, mais avec des résultats quelquefois différents. Nous avons par exemple les séminaires. Nous avons ce qu'on appelle les symposiums. Ces processus d'échange-là ont une connotation et une importance scientifique où les gens se retrouvent
pour émettre peut-être des idées contraires, mais le but, c'est de sortir une vérité scientifique pour le travail qui les unit. Vous avez ce qu'on appelle des conférences. Les conférences sont un peu, d'ailleurs beaucoup disent que conférence ou dialogue c'est la même chose, mais de par leur portée et le sens qu'on leur donne, il s'agit de deux situations bien différentes. Vous voyez bien, nous avions eu l'exemple de la conférence nationale souveraine, et dans les années 90, là vous avez suivi un peu partout, quand ça s'est passé au Bénin, ça s'est passé un peu partout en Afrique, on a vu que c'était déjà des rencontres d'importance, avec même beaucoup de participants. À la CNS, on avait eu au moins un millier. Vous voyez? Or, le dialogue en soi devrait avoir une portée moindre. Et la portée étant amoindrie, mais vous vous rendez compte aussi que toute la signification qu'on y apporte devrait être aussi de petites valeurs. C'est pour ça que beaucoup ont milité bail sur bail pour une conférence nationale souveraine pour un pays aussi malade que le Tchad là. Ils ont estimé qu'il faut une conférence nationale pour permettre de remettre tout sur le tapis et de rechercher les voies et de sortir des multiples crises que nous connaissons depuis depuis presque l'indépendance. Les forats que je n'ai pas cités sont aussi une sorte un processus d'échange et l'autre. Nous avions eu droit dans ce pays-là à presque tout cela. À la conférence nationale souveraine de 1993, la société civile avait pris une place très importante. Et je crois que c'est l'association Tchad Non-Violence qui est parvenue à mettre le président Idriss Déby et le président Boukouni Ouédé d'accord pour un symbole fort à l'ouverture en brûlant les arbres comme vous avez vu. Et il y a eu aussi, pour parler de l'ampleur des débats et vous faire comprendre un peu la différence qu'il y a par exemple avec ces forêts et autres là, il y a eu aussi cette question de souveraineté qui avait été évoquée et qui a fait perdre pratiquement une semaine ou je ne sais pas quel temps, ils ont passé beaucoup de temps parce que Enoch Ndjondang de la Ligue tchadienne de droits de l'homme avait estimé que c'était une question d'importance à régler avant tout. Donc ça vous donne un peu une idée en rapprochant les forats qui ont eu lieu en 2018 et 2020 et la conférence nationale de 93 et aussi le dialogue que nous sommes en train de préparer. Ça vous donne une idée de la différence qui peut exister entre ces grands rendez-vous, ces messes, comme on le dit, des hommes. الواجب نشوف مثل آخر زي ما ذكر كان يتكلم بموضوع حوار موضوع مؤتمر، لكن قال المنتدى كذلك هو شيء يعتبر ضمن الحوارات أو ضمن الاجتماعات الكبيرة اللي بتلم فوقها الناس عشان يفتشوا حلول لمشاكل معينة. Masse critique reflétant une position de rectitude, de morale dans la société pour la défense des intérêts de la société. Vous avez vu, j'avais été un peu, peut-être, je suis passé très rapidement, compte tenu du temps. J'ai parlé des organisations culturelles, confessionnelles, des droits de l'homme, mais il y a aussi des organisations qui défendent des intérêts catégoriels. Donc vous avez les syndicats, par exemple, qui défendent les intérêts de leur corporation, des travailleurs, et vous avez par exemple les associations des femmes qui sont concentrées rien que sur les intérêts de la femme, ou bien les associations de la jeunesse qui ne défendent que les intérêts de la jeunesse. Mais toutes ces organisations, comme je l'ai dit, dans le domaine qui est de leur là, ils sont guidés mais par l'intérêt de leur communauté et de la communauté d'une manière générale, et ils doivent refléter les exigences de morale et d'honnêteté qu'on devrait attendre d'eux. Et j'ai donné l'exemple qui a consisté à faire savoir que quand vous avez
une association des gens qui ne disent pas la vérité et qui courent vers le mal et la rapine, vers le crime, cette association-là, elle est punie par nos lois et elle est qualifiée d'association des malfaiteurs par le code pénal. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre donc de cette masse critique dans un processus de dialogue tel qu'il est envisagé? Déjà, il faut aussi définir un peu le dialogue que nous attendons. Le dialogue que nous attendons là, toutes les tentatives de définition qui ont eu le temps par le CODNI, que même par les adversaires du CODNI, c'est que ça doit nous conduire à la refondation de la nation tchadienne. Du rôle de la société civile dans ce processus de dialogue ainsi de peine. Eh bien, ce qu'il faut retenir fondamentalement, il serait important de voir quels sont les atouts de la société civile. Pourquoi est-ce que la société civile a une place privilégiée dans tout processus de dialogue? Je vais citer quelques points, simplement pour conforter ça. Et après avoir examiné donc les critères qui font que la société civile a une place importante dans le dialogue, ses atouts, et bien nous allons aussi voir les limites ou bien les contraintes qui s'opposent à la société civile avant de revenir concrètement au processus du dialogue. Mis bout à bout, la société civile impacte toutes les structures sociales. Mis bout à bout, association des jeunes, association des femmes, association des vieillards, association des enfants, on défend aussi les intérêts des enfants, les organisations culturelles, les organisations professionnelles. Mis bout à bout, vous voyez tous les secteurs d'activité qui existent au profit de l'homme là sont recouverts, sont pris en compte par ces organisations-là. Et le premier atout, la première force de la société civile, c'est cette exigence de vérité et de vérité, d'honnêteté, de rectitude morale là, qui d'ailleurs se ressent dans l'engagement des membres. Vous voyez, les membres d'une organisation sont appelés des militants. Et étymologiquement, un militant, c'est presque un militaire. C'est un militaire. Et un militaire peut aller jusqu'au sacrifice de sa vie, mais un militaire, c'est un homme avec une parole qui a son pesant. Vous connaissez l'expression parole d'officier. Un militaire, quand il se prononce, il ne revient pas dessus. Normalement, c'est comme ça qu'on doit voir. Il tient ses promesses. Tu as fait le serment de défendre la nation, de défendre la nation dans son intégrité territoriale, de protéger les biens et les personnes. Tu dois le faire. Et il y a cette idée d'obligation du militaire de servir que la vérité et qu'on désigne sous le vocable d'objection de conscience. Si tu reçois un ordre de ton supérieur qui est contraire à ses idéaux, contraire au serment que tu as prêté, eh bien, le supérieur peut te tuer, mais toi, devant Dieu, devant les hommes, tu as dit que je veux défendre la patrie dans son intégrité territoriale, je veux protéger les biens, je veux protéger les personnes. Je ne peux pas m'en prendre aux biens, je ne peux pas m'en prendre aux personnes. C'est pareil pour les militants. Je suis pour la défense des droits de l'homme. Je veux le faire fondamentalement avec tout ce qui peut être attendu de moi, mais sans rémission de cela. Je me suis engagé pour défendre les intérêts des petits-enfants. Je dois le faire jusqu'au bout. Et je suis une corporation, une organisation confessionnelle, et bien, c'est la parole de Dieu qui est même le principe de base.
pour que toute mon action, je reste dans ce cadre-là. C'est simplement ça. Et donc la première force de la société civile, c'est cette exigence de morale, cette exigence de vérité, qui fait que l'engagement de chaque membre doit être uniforme. Et qui leur donne une place principale aux côtés des populations d'où ils sont issus. Qui découle d'ailleurs du premier, c'est la proximité avec les populations qui confère donc aux organisations de la société civile une connaissance approfondie des attentes de ces populations et des enjeux, des problèmes auxquels elles sont confrontées. Donc, vivant au milieu des populations, connaissant quel est leur problème particulier, eh bien, ils sont plus à même que les structures, les superstructures étatiques là, de dire très clairement que non, nous, à Ambassade Nala, notre problème particulier, c'est l'eau et l'électricité qui fait défaut. Ah, moi, de l'autre côté, un peu de gazole, mais c'est les caniveaux, c'est l'absence de structure. Et puis, il y en a qui vont dire que non, nous, à la périphérie, là-bas, on n'a pas les unités, les structures socio-sanitaires. Vous voyez? Donc, cette connaissance des problèmes là fait qu'ils sont un interlocuteur privilégié. Et comme tel, ils sont aussi un outil de démocratisation. Dans les sociétés occidentales et autres, ce sont les associations de la société civile qui ont contribué mais à enraciner la démocratie dans ces sociétés-là. Cela fait que les organisations de la société civile restent mais ont une place privilégiée dans l'élaboration, dans la mise en œuvre des projets de développement. Elles sont mais porteuses, ces organisations-là, elles sont porteuses de projets mais vitaux pour leur société. Et on en tire une expérience capitale qui fait que même dans un processus comme celui du dialogue, eh bien, ils ont leur place. Vous voyez, je vais citer quelques exemples comme ça. Quand il s'est agi de rédiger la stratégie nationale pour la réduction de la population, la société civile a été associée, elle a pris une part active à l'élaboration de ce document-là qui était censé nous amener vraiment à la réduction de la pauvreté. Quand la conférence nationale, j'en ai un peu parlé, mais vous vous rendez compte que, parce que quelque part, les organisations, les membres de la société civile reflètent un peu la neutralité. La neutralité, et ils représentent cette exigence de morale et d'honnêteté là. Ils sont plus crédibles pour départager les politiques qui, eux, sont mus par des intérêts quelquefois, mais inavoués. Donc, ils ont une place importante. Quant à la conférence nationale, on a choisi Alou Maurice El-Bongo pour présider le présidium. Ce n'est pas simplement parce que c'est quelqu'un qui est issu de la société civile et qui pouvait donc avoir toute la franchise et la togne qu'il avait eue, mais il y avait eu aussi son vice, qui n'était pas un politique en soi, même s'il avait travaillé déjà, il était, comme on le dit, à la conférence des cadres de Yoba, et puis c'était quelqu'un qui avait travaillé pendant longtemps avec le groupe et aux côtés de Goupini Osé. Il n'était pas à la tête d'un parti politique en tant que tel, et c'est ça, passez-moi son nom, Saleh Abbas. Voilà, vous voyez, donc il rassure parce qu'ils sont supposés, mais étant tenus par la vérité, ne pas faire dans le favoritisme au profit de tel ou tel parti politique, lesquels restent mais orientés par l'action politique. قال المجتمع المدني عنده مكانة مهمة في المجتمع. L'importance découle aussi de ce que, ne faisant pas partie des structures politiques, elles ne font pas partie non plus des structures étatiques. Normalement, les organisations de la société civile sont des organisations
mais non étatiques, et des organisations non marchandes qui ne poursuivent pas de but lucratif. Leur objectif étant circonscrit par le domaine d'activité et les idéaux pour lesquels ils sont déployés. Et ceci étant, nous allons voir citer quelques structures dans lesquelles la société civile est impliquée, de manière à ce que quand on va parler des limites là, vous voyez très clairement quelles sont les limites effectivement de la société civile. Ça peut inspirer, donner des idées pour que on puisse endiguer ces limites-là et permettre à la société civile de jouer un rôle optimal. Vous avez par exemple les instances nationales et internationales. Parmi les instances nationales, je peux citer le Haut Conseil de la communication, qui est composé en grande partie par les membres ressortissants des organisations de la société civile. Vous avez par exemple le collège de contrôle et de surveillance des revenus pétroliers. Ils avaient aussi une place importante. Vous avez la CNDH, qui est une structure, mais un peu devant apporter un appui fondamental dans le domaine de la défense des droits de l'homme, et qui est surtout caractérisée par son indépendance vis-à-vis des structures étatiques. C'est les principes de Paris qui ont affiné cette chose-là, mais c'est vraiment, elle doit être indépendante des structures étatiques. Vous avez la CENI. Quand on organise des élections et tout, de tout temps là, notre CENI ici a été présidé par les membres de la société civile. Et peut-être qu'on peut trouver des commissions ad hoc, telles que par exemple le CODNI qu'on vient de mettre en place et qui est lié simplement aux questions de réconciliation et du dialogue. Par exemple, quand il s'agit de rédiger des textes, par exemple, eh bien, on a toujours eu recours aux organisations de la société civile pour pouvoir rédiger ces textes-là. Donc, voilà de façon globale, ou plutôt peut-être, on peut peut-être encore élargir, mais pour l'essentiel, les atouts qui font que la place de la société civile dans le processus du dialogue est très importante. Je finirai quand même par noter qu'aujourd'hui, c'est une exigence mondiale. Et vous vous souvenez encore de cette structure qu'on a appelée l'OANET. Mais l'OANET découle de ce que l'Union européenne, la Commission européenne, s'était rendu compte de l'importance, surtout de l'absence, de l'impact de la société civile en Afrique. Et ils ont institué ce qu'on appelle le dialogue politique. Ce dialogue politique-là, normalement, la société civile devrait y être impliquée. Malheureusement, en même temps qu'on avait installé l'OANET en son temps, il y a eu l'accord politique du 13 août 2007, mais les politiques ont fait en sorte d'écarter la société civile. Je peux vous le certifier parce qu'à l'époque, j'étais économiste chargé de programme à la délégation de l'Union européenne et j'ai vu comment est-ce que ça s'est mis en place. Le dialogue politique qui était organisé là n'a réuni que les organisations politiques. Il y avait les partis politiques de la mouvance présidentielle, de la majorité, et puis il y avait les partis politiques de l'opposition. Ils étaient à égalité, 15-15, c'était 30 organisations qui se sont retrouvées là-bas. Normalement, dans la conception même du dialogue politique tel que défini par les textes, l'accord de Cotonou, en son article 8, je crois, ou 9, 8, eh bien, la société civile y a une part. Ce n'est pas seulement dans la définition des politiques sectorielles. Parce que je parlais de l'association de ces organisations-là dans la rédaction de tel texte, dans la rédaction de SNRP, et tout ça, mais ils devraient, même dans le dialogue politique en tant que tel, ils devraient avoir leur place pour pouvoir, par leur neutralité et autres, amener ces deux groupes-là à une position plutôt plus rigoureuse. Voilà.
Bon, nous passons maintenant aux limites, aux contraintes de l'université. Trois causes pour vous donner un peu une idée très claire donc, des contraintes auxquelles les organisations de la société civile font face et qui ont donc un impact sur l'efficacité qui est attendue d'elles. Eh bien, généralement, il y a des problèmes structurels liés même à leur constitution, leur mise en place, qui fait que ces structures-là ne sont pas constituées de façon à privilégier l'efficacité et la compétence qu'on peut attendre d'elles. D'ailleurs, c'est ce qui justifie que assez souvent, on ait pensé à des programmes ou à des projets de renforcement des capacités et tout. Assez souvent, ça part du cœur, tel secteur-là, nous, ça nous choque, on va se constituer en association, mais assez souvent, nous qui sommes choqués là, nous n'en avons pas forcément l'étoffe pour pouvoir constituer et nous n'arriverons pas, puisque il peut y avoir des désintéressés, un désintérêt de ceux qui sont bien capés pour, qui fait que, bon, assez souvent, on se rend compte que oui, on a fait la structure, mais elle n'est pas bâtie de façon forte pour pouvoir faire face aux problèmes auxquels il peut être confronté et donc atteindre les objectifs dans le cadre des idéaux qu'on se prédéfinit. ناضل وتوصل الهدف وفقا للمبادئ المطروحه، فعشان ده قال في اي مشكله اذا كان في جمعيه لابد الجمعيه كذلك تكون قويه وبتعرف في كيف تقدر تمشي العمل في وفقا للاهداف والمبادئ المطروحه للعمل للجمعيه، وكذلك لابد تكون كامله في مجالنا الخدمه، لان اي عمل اذا كان بقى كامل لابد الناس اللي بيخدموا في الجمعيه دي هم كذلك لهم الكفاءه الكبيره عشان يقدروا يمشوا العمل، وبالطريقه دي يقدروا يوصلوا للهدف المطلوب، لكن اذا كان في مشكله والناس ما بتقدر توصل للهدف معناته في عقبه، وده اللي بنسميه شنو؟ عقبه، معناته ما يقدروا يوصلوا للهدف المطلوب. Deuxième handicap, deuxième contrainte, c'est la vulnérabilité financière de ces organisations et le risque de corruption qui en découle. Assez souvent, ces organisations n'ont pas ce qu'on appelle les moyens de leur politique. Étant donc ancrées au sein des populations, la plupart très pauvres, et bien parce que ce qui fait les moyens de l'organisation dans le cadre associatif là, c'est la contribution des membres, mais implantées assez souvent au sein des populations elles-mêmes très pauvres, et bien elles sont elles aussi, ces organisations, aussi pauvres qu'ils n'ont pas les moyens de leur politique et ça les expose quelquefois à des tentations et à des questions à la corruption. Son devoir d'interpeller, il est un peu le reflet de cette conscience. Mettez votre téléphone en mode silencieux s'il vous plaît. Le religieux est un peu le reflet de cette conscience que Dieu nous a donnée. Et quand il s'érige en une structure confessionnelle là, c'est justement pour être la sentinelle dont on a parlé au départ et qui est supposée être l'attribut de toute la société civile. Donc quand toutes les organisations vont plonger dans le faux, dans la corruption, dans la manipulation politique, on peut encore espérer que les organisations confessionnelles eh bien, restent la sentinelle qu'on attend d'elles et qu'elles puissent interpeller les gens et les ramener sur le droit chemin. C'est un peu les digues, mais qui existent par la grâce du Tout-Puissant pour aider les populations à aller dans le chemin de la vérité. Alors, tout ceci mis bout à bout, quel peut être l'impact de la société civile tchadienne dans le processus du dialogue que nous attendons? Il faut se dire d'abord que le dialogue en tant que tel là est un processus, mais qui comporte 3 phases. Et donc l'implication de la société civile devrait ressortir à travers ces 3 phases.
Mais ces trois phases-là, en même temps, aussi suscitent des questions préalables pour qu'on puisse réussir ce dialogue. Eh bien, il y a des exigences préalables. Souvenez-vous l'exemple de Yunus Mahdi que j'ai cité de ce couple polygamique là. Si on arrive au dialogue et que c'est la coépouse avec qui le mari a des problèmes, qui sont assis face à face pour régler leurs problèmes, eh bien j'avais dit qu'en ce moment-là, on est effectivement dans le dialogue. Mais si la coépouse, je m'excuse. Oui, Soumaï. Si, au lieu que ce soit la coépouse avec, qu'on voudrait l'étudier là, au lieu que ce soit avec elle, qu'on noue le dialogue, on se tourne vers l'autre coépouse, on a dit qu'il n'y a pas de dialogue. Parce que celle-ci, elle n'a pas de problème avec vous et elle va se mettre à applaudir simplement et à charger l'autre. Il n'y a pas de dialogue. Et maintenant, l'autre cas de figure, vous mettez bel et bien cette coépouse-là en face de vous. Mais au lieu que le mari soit seul à faire face, la coépouse fait face à son mari et à l'autre coépouse qui n'a pas de problème. Vous voyez, nous rompons ici le principe d'égalité et de respect simplement de la dignité de la coépouse qui est devant là. Parce que si elle a un problème, elle a le problème avec son mari, elle n'a pas de problème avec les autres coépouses. Donc elle va être comme un objet de risée pour les autres coépouses et on va méconnaître ainsi sa dignité et ce n'est pas normal et c'est dans ce cadre-là, on n'est pas dans le cadre d'un dialogue sain et sincère. Vous comprenez pourquoi la société civile, en tout cas une certaine société civile à laquelle moi je fais partie et que moi je sers, mais vraiment d'un cœur honnête en me focalisant sur Dieu, eh bien a dit que oui, le dialogue c'est une bonne chose, mais faisons en sorte que la coépouse là ne soit pas bafouée dans sa dignité. Nous voulons aller au dialogue pour sauver le Tchad, c'est une bonne chose, mais il faut que le papa se trouve en face des enfants avec lesquels il a des problèmes. Que le mari se trouve en face de la femme avec qui ça ne marche pas. Et donc il faut une représentation qui soit égale. Le principe de l'égalité là, c'est une très bonne chose. Et ça, vous ne pouvez pas être dans la salle avant de déterminer. Parce que si vous allez vous appeler les gens dans la salle et que la coépouse elle se retrouve toute seule parmi toutes les autres coépouses, eh bien vous aurez raté votre dialogue. D'où l'importance des trois phases. La première phase, c'est celle de la conception. Et c'est pendant cette conception-là qu'on établit les règles du jeu. Dans le respect de tous les participants, mais aussi dans le respect des principes que nous avons prédéfinis au départ, qui fait que si les gens sont associés pour commettre le mal, c'est une association de malfaiteurs et la loi punit ça. La République ne devrait pas admettre. Et parce que les associations de malfaiteurs là, ils sont punis et condamnés par la loi. Dans ce cadre-là, on organise quelque chose, il faut qu'on évite de tomber dans le cas de figure de l'association de malfaiteurs. Donc on doit nous asseoir ensemble, élaborer et dire que c'est un al-Qaïda qui vient, qui ne vient pas, comment on fait, sur quels critères, de quoi on va parler, quels sont les problèmes qui nous engagent fondamentalement. Donc ça c'est la première phase et on peut aussi dire que notre dialogue est très mal lancé parce que nous avions voulu bafouer cette première phase-là et en ne respectant pas la dignité de la coépouse et aussi en refusant avec la coépouse de définir ensemble
quels sont les problèmes qui nous séparent, qui nous divisent. Mais nous avons voulu mettre tous les problèmes dans un même sac, en ciblant aussi les problèmes de développement, les problèmes qui, normalement, peuvent être solutionnés tranquillement par un gouvernement responsable, simplement. Donc, il y a cette phase d'élaboration, de conception, où on réfléchit ensemble. Comme je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, chez moi, on dit que les oiseaux qui volent là, ils font de belles figures, on voit le soir les enfants les accueillent. Chez moi, on dit qu'avant qu'elles s'envolent là, elles s'entendent. Ils sont assises, elles s'entendent d'abord avant de s'envoler. Or, nous, c'est la phase qui est capitale, qui a tout son pays. Après cette phase-là, et la société civile devrait, en reflétant des idéaux de vérité, d'honnêteté, et prendre sa place, mais dans ce cadre-là, simplement pour aider à la défense des communautés pour lesquelles elle s'est engagée. Deuxième phase, c'est la phase qu'on appelle la phase processuelle ou bien la phase de processus, que d'autres qualifient encore la phase de mise en œuvre. Une fois que tout est élaboré et que nous avons tout arrêté suivant les règles, les critères d'égalité, de respect, de la dignité, de tout, eh bien, c'est en ce moment-là qu'on vient dans la salle. On vient dans la salle. Et comme on a un problème là, ce n'est pas que le papa va décider seul de dire que non, moi je viens et vous me suivez là-bas. Si vous suivez le papa dans le désordre là, vous pouvez même l'écraser dans la salle. Hein. Votre nombre là, vous pouvez même l'écraser. Et donc c'est même pour le bien du papa de dire que non, nous sommes des hommes, réfléchissons d'abord. Le papa peut même prendre le conseil. C'est pour ça qu'il y a aussi quelquefois le recours à des médiateurs extérieurs. Des gens qui ont un œil extérieur, donc l'indépendance et la neutralité peuvent garantir l'organisation d'un bon dialogue. Ensuite, quand cette phase-là est et que vous êtes dans la salle pour développer tout, normalement vous devez arriver à un consensus. Parce qu'on dialogue pour trouver un terrain d'entente et maintenant se permettre de cheminer ensemble dans les airs. La dernière phase, je fais vite pour la dernière phase, eh bien, c'est la phase de l'évaluation. Nous avons réfléchi, nous avons mis en pratique, eh bien, nous pouvons nous fixer des échéances pour nous retrouver et voir est-ce que les choses là sont en train d'être conduites comme on a voulu. Comme on a voulu. Si ce n'est pas le cas, on peut dire bon, on va un peu corriger. Non, les charges là étaient très lourdes, mais nous n'avions pas bien mesuré. Nous avions pensé que nous pouvons faire ces charges-là en 2 mois, mais nous nous rendons compte que nous ne pouvons pas, donc il faut réajuster. Au lieu de 2 mois, on a 5 mois. Mais ça ne pose pas problème, parce qu'au départ, vous vous êtes entendus et vous avez décidé de faire des choses ensemble. Mais si tu pars seul parce que tu es le papa tout puissant, avec ton bâton en main, et que tu te retrouves, tu te casses le nez, et en ce moment tu reviens pour dire non, l'histoire là, j'ai mal calculé, on va dire non. Mais c'est avec qui tu as fait ça? Vous voyez? Donc, de façon très schématique, voilà le rôle que notre jeunesse, nos femmes, nos artistes, nos religieux, nos syndicalistes, parce que la société civile recouvre tous ces aspects de la vie là, c'est ça le rôle qu'ils doivent jouer pour atteindre l'objectif de la paix que nous nous fixons, mais pour le bien-être de tout le monde, sans que quelqu'un après se cache quelque part derrière un bois et dit attends, tu vas voir toi là, tu penses que c'est toi qui est fort, moi j'ai un gros couteau ici, toi tu n'as qu'un bâton. Voilà, je vous remercie, je crois que c'est la parité pour permettre à notre intervenant de poser aussi les réponses. Donc je prends monsieur qui? C'est Mahathi Abakar. Monsieur? Mahathi Abakar. Mahathi Abakar. Oui, monsieur Mahathi, on vous écoute. Merci beaucoup. D'ailleurs, je vous salue
mettre avec abondance par rapport à cette conférence. Moi, je réponds au nom de Mathieu Bakar, je suis analyste des questions sociétales, expert en médiation des conflits. Je suis de ceux qui ont accouché une grande organisation qui sont aujourd'hui de la place et qui composent et qui sont l'incarnation même de la société civile. C'est le Camoged et les CNCJT. À mon avis, je dis que aujourd'hui, on a des associations, sauf que c'est des associations qui n'ont pas des ADN. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vision. Et souvent, par rapport même à leurs activités, parce que nous constatons qu'il y a des profiteurs situationnistes. Ils attendent, s'il y a des choses, s'il y a un événement, ils se mettent, c'est-à-dire dans le pétrin, ils créent des problèmes aux autres, parce que c'est une question d'intérêt. Aujourd'hui, on a des associations, seulement que sur le papier, on les connaît sur le papier. Mais c'est des associations qui ne sont pas actives. Est-ce que ceux-là ne vont pas mettre le bâton dans les roues des associations qui sont actives? Parce que nous sommes dans le processus de dialogue. Nous ne sommes pas encore dans le dialogue. Et là, est-ce que, parce qu'on a constaté avec le CNT, le Conseil national de transition, il y en a qui sont créés juste 3 mois, et aujourd'hui, ils ont des représentants au niveau de CNT. Est-ce que ça ne va pas créer d'autres problèmes plus? Parce que aujourd'hui, il y a de sérieux problèmes. Et là, à ce niveau, est-ce que réellement que vous, en tant que leader des associations civiles, est-ce que vous pouvez mettre de préalable afin que nous puissions connaître concrètement ces structures? C'est juste une question. Alayena. Oui. Je suis le membre fondateur de l'OCTE, un des membres fondateurs de l'OCTE, à savoir Observatoire citoyen de transition. Je suis très content d'abord de l'exposer surtout de ce thème en ce qui concerne le rôle de la société civile dans le processus de transition. Mais d'emblée, je tiens à dire que lorsque quelqu'un parle souvent en référence à Dieu ou à la morale, c'est très dangereux, surtout en milieu de la société humaine. Au nom de Dieu, le mal peut pénétrer la société humaine. Au nom de Dieu, on peut tout remettre en cause. Et je tiens à dire que nul ne détient la science infuse pour dire aux autres, voici les solutions parfaites que nous devons adopter. Je pense au Tchad, la société civile, pour moi, n'œuvre pas véritablement pour le progrès et d'une certaine manière le développement. Parce que les gens veulent tirer toujours l'épingle du jeu. Ils veulent toujours amener le drap de leur côté. Et je m'en vais par là pour dire que depuis que nous sommes arrivés à cette transition, moi également j'ai pris des positions, mais on n'a pas besoin forcément d'attendre que les choses soient parfaites avant de commencer. Je poserai 2 questions. Que gagneriez-vous à dévoyer le processus de transition en parcourant les plateaux de radio et de télévision et aussi les conférences débat? Que gagneriez-vous à dire que non, il faut que les choses soient parfaites avant de s'y engager? Que gagneriez-vous aussi à tout remettre en cause? D'autant plus que la majorité est pour ce processus de dialogue, de transition. Et je ne suis pas en train de défendre tel ou tel camp. Ceux qui appellent à choisir le camp, ce sont des gens qui n'aiment pas le Tchad. Pour celui qui veut la paix, il faut toujours tenir un discours qui unit les autres. Et par la parole, on peut lapider les êtres humains. Aujourd'hui, si on me demande de choisir les armes ou la parole, je choisis les armes parce que les armes, on peut tuer en un clin d'œil, mais la parole peut engendrer un chaos dans un pays. Je demanderai également à toute la société civile de mettre du bain dans leurs paroles, la prise de parole dans les médias ou dans les conférences, pour que les Tchadiens puissent véritablement s'unir. Je vous remercie. Si parmi les participants, il y a des amendements qu'on nous situe, c'est des amendements sur les recommandations. Bonjour à tous. Bonjour à tout le monde. Merci de m'avoir accordé la parole.
Dans le cadre de la conférence de débat organisée par l'Association pour l'enseignement coranique et la protection des enfants Mouadjirines, en collaboration avec IRI sous le thème « Le rôle de la société civile sur le dialogue national », nous recommandons à la société civile le point suivant: de participer à ce dialogue national inclusif, de jouer pleinement son rôle, d'apporter des points constructifs lors de ce dialogue national inclusif pour l'amélioration des conditions de vie des citoyens, d'être impartial durant tout le processus du dialogue et d'apporter un résultat significatif. Fait en N'Djamena le 20 avril 2022, le participant et le participante. Bonjour à tout le monde, mot de remerciement. Nous, participants, remercions tout d'abord l'Association pour la protection des enfants Mouadjirines et l'Institut international de l'Institut République IRI. République IRI, pour avoir organisé cette conférence débat sur le thème le rôle de la société civile, dans le processus du dialogue national inclusif. Par ailleurs, nous remercions aussi le comité d'organisation et les conférenciers qui ont organisé cette assise. Je vous remercie. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تتوقف العبارات وتعجز الكلمات عن ترجمة ما تكنه النفس من مشاعر العز والافتخار بهذا الصرح العظيم وبرجاله العظماء. ووفاء وتقديرا واعترافا منا بالجميل نقدم جزيل الشكر والعرفان إلى جمعية تعليم القرآن وحماية المهاجرين الذين لم يؤلوا جهلا في هذه المسيرة بهذا الصرح العظيم وبرجاله العظماء. ونهديكم عطور المسك والصفاء وأزهار المحبة والوفاء من حدائق صرحنا المعطاء. أتيناكم لنهديكم أزاهيرا وريحانا بألحان نسوغ لكم فنون الشعر ألوانا. أريج فاح من عبق يزيد القلب سلوانا يمني الود من طرب ويهدي القلب إيمانا. أتيناكم لنهديكم أزاهيرا وريحانا.